Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité à Télé Congo, merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Sur le plateau de Cultura, David Mavouangui qui nous arrive avec Descartes, le don de la méthode. Un ouvrage qui a bénéficié de la préface du professeur Charles Thomas Nkunku et publié aux éditions Paris. C'est en France. Bonjour, le philosophe David Mavouangui. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette invitation de Cultura pour échanger autour de Descartes, le don de la méthode. Et pour dire un mot à l'endroit de notre invité David Mavouangui, il faut dire qu'il est philosophe, nous avons dit auteur. Il a dirigé le département de philosophie à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Marien-Ngouabi de 1991 à 2006. Il est auteur et il est directeur, il faut que nous disions, auteur et directeur de la collection Afrique en philo et co-directeur de la collection Germonde, groupe d'études et de recherches sur la modernité, toutes les deux, il faut dire, créées au sein de Paris Éditeur, sous l'autorité du professeur Abel Kouvoama. Et ces deux collections ont supervisé la publication de plus d'une trentaine d'ouvrages depuis les années 2000. Et David Mavouangui est auteur de plusieurs ouvrages. Nous en avons quelques-uns, donc des ouvrages, des articles scientifiques, il faut dire. Et sur le plateau, nous pourrons citer Jean-Paul Sartre, Introduction à sa philosophie de l'existence, avec la présence de Tanela Boni. Édition Existence, donc la collection toujours Paris, mais d'édition Paris dans la collection Existence et Négritude. Et encore Emmanuel, donc David Mavouangui, Emmanuel Kant, Introduction à sa philosophie critique. Toujours les éditions Paris. Nous continuons avec David Mavouangui. Sous la direction de David Mavouangui, nous avons Éthique et politique, 5e semaine congolaise de philosophie, préface du professeur Abel Kouvoama, les éditions Paris. Et pas pour terminer, mais pour ne pas faire exhaustif, nous dirons la philosophie de Kant et l'éducation, préface d'Abel Kouvoama, les éditions L'Harmattan. Oui. Là, c'est David Mavouangui. Voilà, nous n'avons cité que ceux-là qui sont disponibles avec nous sur le plateau. Oui. Comme je dis, pas pour faire exhaustif, mais pour illustration de certaines de vos publications. Et David Mavouangui, lorsque j'ai dit que vous avez été pendant 15 ans chef du département de philosophie, cela veut dire, en conséquence, ou par ricochet, cela veut dire que vous avez été donc le chef du département et vous avez sous vous Kouka Kompo, qui est le premier chef du département de philosophie. Vous avez eu des gens comme des géants comme Batéas Molon, vous avez eu des géants comme Théophile Obenga, vous avez eu des géants comme Martin Ngakeni. Et qu'est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que ça vous dit pendant les 15 ans, succinctement, David Mavouangui? Ben, c'est une grâce, pourrais-je dire, parce qu'il s'agit là de l'immensité. Quand vous citez Théophile Obenga, Kouka Kampo, Ngakeni, Batéas, ben, il faut dire que ce sont de grands esprits qui ont marqué l'histoire de la philosophie au Congo. Et j'ai travaillé avec eux. Bon, d'aucuns seront surpris à propos de Théophile Obenga, parce que Théo, il appartenait au département d'histoire et au département de philosophie. Et régulièrement, quand il rentrait des États-Unis, il remplissait sa mission pédagogique. Je lui préparais son agenda, des cours qu'il assurait au département de philosophie. Et on en profitait tous. Eh bien, c'est bien, merci. Pour ce rappel, alors David Mavouangui, Descartes, le don de la méthode, avec une préface de Charles Thomas Nkunku. Et cela, il y a un texte justement qui ouvre cet ouvrage que vous appelez Avant-propos ou la confession, donc confession du philosophe. Et dans Confession du philosophe, vous citez vous faites il faut dire des clins d'œil au professeur Charles Zakari Boao, ou Abel Kouvoama, vous avez Grégoire Lefaubat, vous avez
Et il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans cette confession du philosophe, c'est le clin d'œil que vous faites à vos enfants. Et à cela, pour symbole, toutefois, et je vous cite, c'est à la page 13, David Mavwangi, toutefois, dans cette confession du philosophe, tenant lieu d'avant-propos, les enfants Mavwangi qui ont su apporter une contribution remarquable dans l'architecture technique et intellectuelle du manuscrit. Ainsi, David Désir Mavwangi Vangu, auteur d'une thèse de doctorat intitulée « Réflexion sur la pensée théologique de Descartes » soutenue à l'Université de Lorraine en 2023, a assuré le traitement de l'appareil critique des notes et la mise en forme générale du manuscrit. Pour David Mavwangi Vangu Leroy, son frère aîné, nous dirons qu'il a été question pour nous de revisiter de nombreuses interrogations critiques formulées dans sa thèse de doctorat intitulée « Raison et expérience » chez David Hume. Le problème de la causalité, thèse soutenue à l'Université Marek Ngouabi en 2019. Alors, j'ai cité particulièrement ce passage parce que, autant que vous le mentionnez dans l'architecture technique de votre ouvrage, il faut dire que la thèse de votre fils vous a permis de revisiter la rédaction de votre ouvrage. Oui, il s'agit justement d'un de mes fils qui a soutenu une thèse de doctorat sur Descartes, sur la théologie de Descartes. Je dois avouer qu'il m'a beaucoup aidé. Bon, vous savez, moi j'avais achevé l'écriture finale de ce livre. Et le livre était, comme vous le dites souvent, sous presse. Donc, 1 ou 2 mois après, le bouquin sortait. Et ça a commencé depuis 2019, donc ça fait beaucoup d'années. Mais au moment où le livre est sur le point de sortir, j'assiste à la soutenance de thèse de doctorat de mon fils David Désir sur Descartes. Et là, sincèrement, j'étais surpris de constater que mon livre sur Descartes semblait un peu désuet. Vous vous rendez compte? Simplement parce qu'il y a une problématique fondamentale, très très importante, qu'on discute chez Descartes au cours de ces dernières années, portant sur les 3 songes. Descartes avait fait 3 rêves qui ont abouti à la rédaction du discours de la méthode. Vous voyez, moi, je ne parlais pas de ça dans mon livre. Or, cette histoire-là, vous savez, au cours des années 20, et même au siècle dernier, pourrais-je dire, bon, on rejetait un peu le côté plus ou moins mystico-religieux de Descartes. C'est le rationalisme qui triomphait. Et l'université européenne, notamment française, privilégiait le rationalisme de Descartes. Or, Descartes, en Hollande, pendant ses pérégrinations, pendant ses nombreuses odyssées, le discours de la méthode qu'il a rédigé a une histoire. La nuit, quand il dormait, curieusement, comme une force mystérieuse venait le prendre et le conduisait à son bureau. Et Descartes se mettait à rédiger le discours de la méthode. Et il se réveillait le lendemain matin, tard dans la journée. Et cela s'est passé 3 fois, 3 songes. Et au cours de la soutenance du doctorat de mon fils, le débat, effectivement, a porté pendant près d'1 heure sur cette histoire des 3 songes. Alors, en tant que chercheur, j'étais obligé de reprendre ma plume, de demander à l'éditeur d'attendre encore un peu. Bon, il avait compris que c'était les exigences de la science. Et voilà le retard dû à la publication de ce livre. Alors, David Mavwangi, puisque vous parlez du rationalisme cartésien, le bon sens est la mieux partagée. La chose la mieux partagée.
le bon sens, la chose à mieux partager. Il faut dire que tout se résume communément chez Descartes par cette formule universelle. Oui, c'est ce que Descartes appelle aussi la lumière naturelle, hein, la raison. Tout être au monde, Aristote, déjà en son temps, disons les anciens Grecs, en parlaient déjà. Hein, et il ramenait, si vous voulez, l'homme à cette dimension que nous appelons la raison. Hein, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Bien. Mais il y a une phrase un peu plus loin. On ne fait pas généralement attention. Hein. Descartes dit un peu plus loin, car ce n'est pas bon. Hein. Non, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer. Vous voyez ? Pourvu de la raison, certes, l'humanité entière, tous les êtres au monde, il y a une rationalité, nous sommes des êtres raisonnables. Oui, mais sommes-nous toujours raisonnables lorsque nous agissons ? C'est bien beau, effectivement, de chanter, de faire des louanges de la raison humaine. Mais tout être au monde, quel qu'il soit, certes, qui agit, hein, qui crée, qui voyage, qui élève ses enfants, est-ce qu'il est toujours dans la voie qu'il suit? Est-ce qu'il suit toujours des certitudes absolues, parfaites? Et très souvent, nous nous trompons, simplement parce que c'est bien d'être un être raisonnable, mais tout porte fondamentalement sur l'usage. Que faisons-nous de l'usage de la raison? Vous voyez? Donc, je crois qu'il faut partir de ce questionnement-là. Hein? Descartes sera, dans une deuxième partie, obligé de procéder à une réflexion profonde concernant l'agir, concernant la praxis humaine, et c'est là, effectivement, où il va évoquer les fameux préceptes de la méthode. Les préceptes de la méthode, pour mieux conduire sa pensée, pour mieux agir, pour accéder à une rationalité supérieure. Et pourquoi pas aller jusqu'au souverain bien. Il parle même de la divinité. Voilà. Mais il y a une philosophie religieuse chez Descartes. Mais vous savez, les étiquettes chez les philosophes portent toujours malheur. Souvent, les philosophes tombent dans de nombreuses contradictions. Vous voyez, par exemple, chez Descartes, il est reconnu par tout au monde que chez Descartes, c'est un rationalisme pur et dur. Mais seulement, le rationalisme cartésien qui le conduit à la connaissance de l'absolu, à la connaissance de Dieu, curieusement, dans le 6e discours de la méthode, nous surprend. Parce que Descartes va prôner une philosophie qui nous permettra d'avoir la maîtrise de la nature. Il dit même, au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, il nous faut une philosophie de la praxis. Et c'est là où je disais, et où j'écris dans la première partie de mon livre, mais finalement, nous ne sommes pas loin du matérialisme, là, et nous ne sommes pas loin de Karl Marx. Donc, vous voyez les étiquettes chez les philosophes, il faut éviter. Il faut éviter. Bon, certes, s'il faut voir l'architectonique même du texte de Descartes, oui, chez Descartes, le processus, depuis le cogito, hein, je pense, donc je suis, me conduit directement à la sagesse suprême qu'est Dieu. Voilà. Nous ne sommes pas loin de Karl Marx, vous l'avez dit, mais également nous ne sommes pas loin de Kant. Nous en arriverons. Donc, il faut dire que donc, votre ouvrage s'articule sur... après l'introduction, nous avons deux parties, deux grandes parties. La première partie qui est l'idée de méthode et la deuxième partie qui est les pouvoirs de l'esprit. Alors, tout à l'heure, j'ai voulu citer Kant, mais je vais convoquer là juste
Charles Thomas Nkunku, Oui. qui dans sa préface à la page 17 mentionne ceci, et ça nous aidera, David Mouavouangui, le don de la méthode, qui est le titre de votre ouvrage, qui vise à introduire et à former l'entreprise philosophique cartésienne, non pas en totalité, mais seulement sous le prisme de la méthode, remplit bien son office. Je continue. Non seulement comme une démarche qui donne à voir l'entreprise kantienne, d'élucidation d'un récit écrit réputé difficile d'accès par et à travers un autre récit censé l'éclairer, mais encore comme une démarche qui montre le travail d'introduction à un écrit majeur à travers l'anticipation de sa problématique par et dans un écrit mineur. Ainsi, la difficile question de la méthode cartésienne qui se déploie essentiellement dans les règles pour la direction de l'esprit est-elle thématisée à travers un commentaire du discours de la méthode qui fournit de la méthode une série de préceptes dont le but est de conduire à l'action. Oui. Ce rapprochement déjà. Oui, conduire à l'action. Mais c'est ça. La pratique. Oui. La méthode, qu'on le veuille ou non, sans la méthode, nous tombons toujours dans des erreurs éternelles, dans beaucoup de confusion, dans beaucoup d'attitudes amphibologiques, c'est-à-dire sans la méthode, sans cette rationalité de départ, vous ne pouvez que vous perdre. Prenons le cas de la science. Toute science, quelle qu'elle soit, en tant qu'activité de l'esprit, en tant que domaine de l'esprit, toute science, quelle qu'elle soit, circonscrit toujours son objet. Vous voyez, il y a un rapport du sujet à l'objet. C'est l'objet, effectivement, qui me permettra d'asseoir ma pensée en vue d'un résultat définitif. Mais pour cela, le processus est rationnel. Ce processus, c'est celui que nous appelons la méthode. Et nous le voyons dans la vie de tous les jours. Sans la méthode, en tout cas, et notamment les préceptes dont parle Descartes, ces préceptes que nous retrouvons d'ailleurs dans la littérature africaine, et notamment congolaise. Vous voyez, le surréalisme fécond, par exemple, de Tshikaye Utamsi, et même la légende, le récit philosophique, le récit de Jean Malonga, la légende de Mfumba Mazono. Vous y retrouvez des préceptes comparables à ceux que Descartes distille dans le discours de la méthode. Vous voyez, donc tout être humain au monde, quel qu'il soit, part toujours de cette considération rationnelle que nous appelons la méthode. Sans la méthode, on ne peut pas avancer. D'accord. Ce n'est pas possible. Ok. Alors, voilà, dans la deuxième partie, j'ai dit que vous parlez les pouvoirs de l'esprit. Oui. Un commentaire Oui. sur cette deuxième partie. Mais justement, c'est là où j'évoque la question de Dieu, De Dieu. Oui. la liberté et la morale. Bon, c'est clair chez Descartes. Le cogito ergo sum. Je pense, Donc, je suis. Il y a chez Descartes cette espèce de transcendance. Je m'éloigne de la nature. Et quand je m'éloigne de la nature, je me saisis en tant que substance, en tant qu'âme humaine. Bon, là nous sommes au niveau de la pensée, là nous sommes au niveau de la transcendance. Et tout moment philosophique, quel qu'il soit, commence toujours justement par cette transcendance-là. Dès lors que je m'élève au-dessus de la nature, je ne deviens plus prisonnier de la nature. À ce moment-là, je deviens, Descartes le dit, maître et possesseur de la nature. Vous voyez? Donc je sors un peu comme disaient les anciens Grecs, je sors de la caverne. Vous voyez? Et c'est là, justement, où les philosophes du XVIIIe siècle, notamment Kant,
n'est pas d'accord. C'est-à-dire, pour lui, c'est bien beau, effectivement, de penser, de réfléchir, de méditer, cette réflexion-là, qui me permet de me mettre au-dessus de l'objet. C'est un moment très, très important, parce que c'est un moment qui prépare ma liberté, certes. Mais pour Descartes, c'est une voie tracée qui me conduit directement à la connaissance de Dieu, de l'absolu. Bon, là se pose un problème sérieux en matière de philosophie critique, de philosophie transcendantale chez Kant. Kant dit, ok, d'accord. La finitude de l'homme. Voilà, vous accédez à Dieu, mais il faut m'apporter la preuve matérielle de l'existence de Dieu. Est-ce qu'on sera capable d'apporter la preuve matérielle de l'existence de Dieu? Pour Kant, Descartes se trompe. Rester au niveau de la pensée, au niveau du cogito, ok. Mais élever le cogito dans le domaine des noumènes, notamment Dieu qui ne relève que de la foi, de la croyance et de l'espérance, alors là, nous tombons justement dans le piège de la confusion de l'objet, de la confusion amphibologique. Voilà comment le débat entre Descartes et Kant s'instruit. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire dans tout cela, pour revenir un peu au précepte de la méthode, j'insiste beaucoup là-dessus, vous voyez, c'est une pédagogie philosophique que nous retrouvons dans la littérature africaine, notamment congolaise. Mais cette pédagogie-là vise essentiellement l'universel, l'universalité. Bon, mais cet universel-là, aujourd'hui, pouvons-nous toujours l'accepter? Là, il y a beaucoup de points d'interrogation. L'universalité qui nous dirige aujourd'hui, depuis la conférence de Berlin, par exemple, pour si Kant et Descartes étaient encore en vie, bien sûr, on peut dire qu'ils sont toujours vivants puisque nous les travaillons, nous les traitons. Le problème qui se pose, est-ce que cette universalité-là, cet universalisme-là, est-ce qu'il nous protège réellement? Vous avez vu la conférence de Berlin, par exemple. Ça a été une véritable illusion, un leurre pour les peuples du monde. Et aujourd'hui, que devient cet universalisme-là? Et je suis d'accord avec un de nos collègues sénégalais qui dit qu'il faut absolument réinventer l'universel aujourd'hui. Il nous faut une réconciliation universelle pour aller maintenant positivement vers nos buts humains, nos buts de l'humanité. Alors là, nous tendons vers la fin de notre échange. David Mavwangi, pourquoi le don de la méthode? Le don. Il relève de la dimension humaine même en tant que telle. Bon, il y a l'homme et l'animal. Bon. Certes, même si aujourd'hui on parle d'une éthique animale, mais elle est loin de ressembler à l'éthique véritablement humaine, la nôtre. Mais prendre le dessus sur l'animal, ou prendre le dessus sur notre ignorance, sur notre obscurantisme en tant que tel, il faut toujours partir de quelque chose. De cette faculté de synthèse, de ce pouvoir que nous avons, que nous appelons la raison. Et la raison, dans son usage, dans son application, suppose la méthode. D'où justement ce don n'appartient qu'à l'homme, qu'au sujet humain que nous sommes. Le don de la méthode. Merci beaucoup, David Mavwangi. Voilà une anecdote pour clore cet instant de partage. Oui. 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 Ben, je dois avouer que c'est il y a très très longtemps que nous étions ensemble, vous et moi. Ça fait des années. Merci. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons, et curieusement, pour parler de philosophie. Oui. Et à l'époque,
vous vous souvenez, bon, on ne va pas aller dans les détails. Hein, nous étions confrontés à une situation ubuesque. C'est celle justement de l'ignorance d'un conférencier qui n'arrivait pas à comprendre le monde qui l'entourait, l'auditoire, hein, qui le respectait, parce que le conférencier ne faisait que s'énerver constamment. Malheureusement, il tombait dans le piège de l'irrationalité. Et c'est à dire qu'il n'avait pas le don de la méthode. Merci David Mavwangi. Voilà, nous étions là donc sur le plateau de Cultura avec David Mavwangi qui nous arrive avec Descartes, le don de la méthode, qui a bénéficié de la préface du professeur Charles Thomas Nkunku, paru aux éditions Paris. Et ici, avec lui, nous avons tenté de circonscrire finalement tout à la quinte instance de cet ouvrage. Et à cette issue, nous avons rappelé quelques-unes de ses publications aux éditions Paris et aux éditions L'Harmattan. Merci David Mavwangi, le philosophe. Merci pour ce partage. C'est ça la méthode. Ben oui, le partage aussi, la méthode. Merci amis culturels, merci chers amis de la culture. Voilà, par ces mots, nous prenons congé et voilà, prenons date pour samedi prochain, 14h30. En tout cas, un bon week-end dans vos foyers respectifs. À bientôt.